Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. 30e numéro déjà, et ce mois-ci, on va parler recrutement, mais surtout, on va parler d'un sujet sensible, puisqu'on va aborder le thème des salaires. Et à mes côtés, deux habitués du WAMcast maintenant, Mathieu Doubé, manager du pôle SEO et Data de l'agence WAM. Salut Mathieu. Et David Eichholzer, fondateur et dirigeant de l'agence WAM. Salut David. Salut Kevin. Et ce mois-ci, on a à nouveau la chance d'avoir un invité. C'est Fabien Ropars, chef de projet monétisation chez Hello Work. Salut. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais te laisser te présenter de manière un petit peu plus complète, nous parler de Hello Work et du blog du modérateur qui a hébergé l'étude dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Comme tu le disais, Kevin, je suis chef de projet monétisation sur le BDM. Et je m'occupe donc principalement des différents contenus qu'on met en place pour nos clients. Le BDM, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un média. On s'adresse aux professionnels du digital au sens large. On traite d'actualités, de problématiques métiers. Donc le BDM qui représente 1,6 million de visiteurs par mois et qui fait donc partie du groupe Hello Work, qui est un spécialiste français de l'emploi avec plusieurs services à destination des entreprises, notamment des job boards et différents outils de recrutement qu'on met à disposition de nos clients. D'accord. Eh bien, écoute, à nouveau, bienvenue à toi. Juste avant d'attaquer, juste un petit point de contexte. Alors, pour rappeler, une étude a été réalisée fin janvier 2022 sur le métier de SEO, alors sur la rémunération, l'attractivité, le niveau d'études des SEO de France. En gros, pour faire très simple, qu'est-ce qui vous fait rejoindre une agence plutôt qu'une autre ? Il y a une tension sur le recrutement côté SEO et cette étude permet finalement une photo de la situation, une photographie. Cette étude a un petit peu fait parler sur les réseaux d'ailleurs, c'est pas toi Mathieu qui va me dire le contraire. Il en sourit même. Du coup Fabien, c'est toi qui as mené cette étude. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette enquête, comment ça s'est passé ? Ouais, bien sûr. Cette enquête, elle fait suite du coup à la demande de WAM, à votre demande, qui voulait du coup en savoir plus sur qui étaient les SEO en France, leurs aspirations et comprendre plus en détail pourquoi c'était un poste si pénurique et pourquoi il y avait de telles difficultés de recrutement sur ces postes-là. Vous nous avez donc consulté pour savoir si on pouvait interroger notre audience et essayer d'en savoir un peu plus sur les SEO, sur leur mission, leurs aspirations, mais aussi sur leur salaire. C'est le sujet qui nous intéressera principalement aujourd'hui et qui a évidemment, comme tu le disais, pas mal fait parler, mais ça, on s'y attendait un petit peu. On a donc choisi ce format d'enquête. C'est un format qu'on trouve assez cool et que nous, on aime beaucoup parce qu'il nous permet de faire parler des données qui sont fraîches et qui sont sûres, parce que c'est les nôtres. Et on ne se base pas sur des chiffres ou des données qui viennent d'autres médias ou d'autres sources, ou par exemple de biais de cabinets de recrutement parisiens ou ce genre de choses, et où on aura des données qui seront assez biaisées, là où les nôtres sont représentatives de notre audience. Okay. Et donc nos enquêtes, elles sont le reflet de ce que pense et de ce qu'est notre audience dans sa diversité. Juste un point qui me semble important de préciser, c'est que quand on fait des enquêtes, il n'y a pas d'incentive, il n'y a rien à gagner. Ça biaiserait les résultats de proposer de gagner des iPads ou peu importe pour répondre à nos enquêtes. Donc tous nos répondants prennent de leur temps gratuitement pour répondre. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la méthodologie ? Tout à fait. Alors en ce qui concerne la méthodo, l'enquête dans son intégralité, elle porte sur 37 questions, avec des questions spécifiques selon que les répondants travaillent en agence, chez l'annonceur ou en freelance. Pour ce qui est des salaires, alors, ce sont des questions fermées avec des grilles de salaire ou de tarifs jour pour les freelances. On a fait le choix d'avoir une grille de salaire pour les salariés chez l'annonceur en agence généraliste ou en agence spécialisée qui va de 20 000 euros à plus de 55 000 euros avec des intervalles de 5 000 euros et on parle évidemment de rémunération brute annuelle. Oui. Je me permets juste de t'interrompre rapidement, Fabien. Ouais. Quand on parle des 55 000 euros, on avait eu des retours sur Twitter, puisque je crois que dans l'infographie, c'était indiqué que c'était une fin de carrière, un truc comme ça, il me semble. Est-ce que tu peux préciser un peu les profils en question qui sont sur cette rémunération ? Il s'agit de quoi en fait ?
Ouais, alors fin de carrière, c'est vrai que ça fait un peu cheval de course en bout de course, justement. Alors, c'est pas du tout de ça dont on parle. Le principe de fin de carrière, c'est des profils expérimentés qu'on va plutôt appeler des profils seniors, c'est-à-dire des gens qui ont des responsabilités, une partie management de leur mission et qui vont avoir une expérience forte, ce qui explique ces rémunérations qui vont être élevées. Ok. Et donc, en ce qui concerne les freelances, on est parti sur une notion de tarif jour, ce qui est utilisé généralement par les freelances pour analyser leur salaire, avec une grille qui va de 200 € à plus de 1 500 € et avec des intervalles de 100 €. On fait le choix de 200 € comme minimum parce que ça va vraiment être le débutant et on considère qu'en dessous de 200 € par jour, on ne vit pas ou on n'est pas freelance en France. Et au-dessus de 1 500 €, après, ça va être compliqué de donner des échelles parce qu'on va être sur le tarif jour très élevé qui va représenter des profils vraiment experts. Et au niveau des réponses, alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors nous, on a eu 403 répondants valides à l'enquête, dont 24% de freelance, donc il y avait à peu près un quart de freelance. Par répondant valide, on considère que ce sont des professionnels en poste dont les missions principales sont le SEO. C'est un point important parce qu'il y a plein de gens qui font un peu de SEO dans leur métier, ou qui ont ça comme mission, mais ça ne va pas être leur mission principale, donc on considère que ce ne sont pas des SEO, il fallait vraiment que ce soit la mission principale. Pour capter ces répondants, on a donc partagé le questionnaire à plusieurs reprises à l'ensemble de la base mail BDM, qui contient 160 000 contacts entre le 25 novembre et le 21 décembre 2021, pour être tout à fait précis sur les dates. Ça me semble important de préciser aussi qu'on l'a partagé à un cluster mail Hello Work qui concerne les professionnels du marketing, de la communication et du SEO, et ça représentait environ 10 000 personnes. Ce chiffre de 403 répondants, c'est un chiffre qui permet d'avoir des données cohérentes et exploitables. Pour un peu se situer, je suis allé regarder sur LinkedIn tout à l'heure combien il y avait de professionnels spécialistes du SEO en France, et on tombait sur à peu près 5000 profils. Donc là, sur ces 400 répondants, on peut estimer qu'on est sur un échantillon qui est représentatif. Ouais. Alors évidemment, il y a toujours des biais parce que c'est les SEO de notre audience et on ne touche pas tous les SEO en France. Mais notamment le fait d'avoir utilisé ces deux bases, donc la base BDM et la base Hello Work, ça garantit d'avoir un échantillon qui est vraiment le plus représentatif possible. Ensuite, pour analyser les salaires, donc, qui est le sujet qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, et pour rendre les chiffres les plus justes possibles, on les a filtrés selon le type de structure dans lequel travaillent les SEO, donc annonceurs, agences généralistes et agences SEO, selon leur niveau d'expérience, selon le fait qu'ils travaillent à Paris ou en province, et selon le fait qu'ils soient un homme ou une femme. Parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler plus longtemps, mais le salaire en tant que tel, ça ne veut pas dire grand-chose, et pour que les données aient du sens, il faut absolument qu'on puisse le corréler à d'autres éléments. Ouais, alors justement, je le disais en intro, le fameux sujet sensible du salaire. Oh. Est-ce que tu peux creuser un peu plus, nous donner un peu plus d'explications sur ce point précis? Il est important de rappeler que le salaire, c'est un sujet sensible en France. Ça a pas mal fait réagir sur Twitter les salaires de l'enquête SEO. Et pour être tout à fait transparent, on savait que ça ferait réagir et on savait qu'on allait faire un article dédié sur le sujet parce que c'est un article qui serait pas mal lu et qui allait faire beaucoup parler. On est en France, le salaire et l'argent sont des sujets tabous. On sait combien on gagne, mais pas nécessairement combien gagnent nos collègues, nos responsables, nos concurrents, nos amis. En entreprise, il y a souvent assez peu de transparence sur les grilles de salaire. Donc, encore une fois, on a une vision très personnelle de ce qu'est le salaire. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de constater que même dans les offres d'emploi, les recruteurs peinent à accepter de communiquer sur le salaire, alors que c'est pourtant un sujet clé au moment de l'entretien. Donc, ça montre bien un peu l'étendue du problème et du flou qu'il y a autour du sujet salaire. Du coup, tout le monde a facilement un avis sur les salaires, mais sans autre prisme finalement que son salaire personnel, qui n'est généralement pas le reflet de la réalité et de l'ensemble du marché. D'où l'intérêt pour nous, pour cette enquête, et pour WAM, de poser la question directement au SEO et d'avoir une vue finalement agnostique et transparente sur leur rémunération, parce qu'on leur demande très clairement, de façon déclarative, combien ils gagnent. Ça me semble aussi important, encore une fois, on va en reparler plusieurs fois, mais de rappeler qu'en France, il y a des disparités qui sont assez énormes pour un même poste, selon l'entreprise dans laquelle on travaille, son expérience, sa situation géographique. Entre une start-up qui vient de lever 200 millions et qui est dans une logique de croissance, pas de rentabilité, et une PME dans une ville moyenne, très clairement, les salaires n'ont pas grand-chose à voir pour un intitulé de poste qui sera pourtant possiblement le même.
C'est pour ça que la notion de salaire moyen, elle est vraiment à nuancer. Et dans notre enquête, que ce soit chez les salariés ou chez les freelances, il y a une petite proportion de professionnels qui sont souvent les plus expérimentés, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont très bien payés et mécaniquement, ça va tirer la moyenne vers le haut. C'est pour ça qu'on va aussi se baser sur la médiane. Donc la médiane, ça va être le niveau qui sépare les deux ensemble. Il y en a la moitié qui gagne moins et la moitié qui gagne plus. C'est vraiment la métrique qui est la plus utilisée pour analyser les salaires. Et c'est ce qu'utilise l'INSEE généralement pour analyser les salaires français. Donc pour rentrer un peu dans les chiffres, on a donc un salaire moyen chez les SEO qui est de 35 300 €, mais une médiane à 33 322 €. Mais comme je le disais à l'instant, c'est vraiment un chiffre qui est purement indicatif. On est obligé de rentrer dans le détail de la situation géographique, du type d'employeur et du niveau d'expérience pour que ça ait un sens. Alors par exemple, est-ce que tu as des petits exemples à nous donner? Tout à fait. On voit les disparités entre notamment débutants et expérimentés. Avec 1 an ou moins d'expérience, le salaire moyen il est de 29 000 €, alors qu'avec 11 ans et plus d'expérience, donc un profil senior, on aura un salaire moyen qui est de 45 600 €. Donc on est sur une différence qui est évidemment très importante et qui montre bien des disparités très fortes et des réalités qui sont vraiment différentes selon les profils. Et si on compare avec d'autres métiers du coup? Alors du coup, ces écarts qu'on voit chez les SEO, ils sont énormes dans beaucoup de métiers du web. Alors c'est notamment très parlant chez les développeurs et donc ce matin, je préparais ce podcast et je procrastinais sur Twitter et j'ai vu passer un tweet qui faisait vraiment écho à la discussion qu'on a. Donc c'était un dev d'assez haut niveau qui partageait une opportunité qu'il venait d'avoir à l'issue d'un process de recrutement chez Shopify pour un poste de dev senior. Alors le package, c'était 148 000 € annuels et il comprenait du coup 110 000 € bruts, 105 000 € en actions sur 3 ans et 3 000 € de budget lifestyle. Donc je le reprends tel que c'était dit dans le tweet, plus des congés illimités. D'accord. Donc voilà, on est sur un package qui fait un peu rêver, mais clairement, Un peu beaucoup, ça ouais. n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché français chez les développeurs. Faut pas oublier qu'à côté de ça, on va avoir des développeurs qui sont dans des ESN en province avec des salaires à l'embauche dans les offres d'emploi qui sont autour de 30 000 - 35 000 € avec un écart du coup qui est vraiment gigantesque. Mais là encore, finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, le salaire il va être très dépendant du niveau d'expérience, du type d'entreprise, de la localisation, des missions et des skills, des compétences. Il y a certains langages qui n'ont pas la même valeur que d'autres sur le marché. Et finalement, c'est un peu la même chose chez les SEO, avec des profils possiblement plus techniques ou spécialistes de problématiques SEO à l'international ou de problématiques qui sont à rechercher. Ce sera des profils qui seront du coup plus rares et qui de fait seront mieux payés. Ouais. Donc du coup, ce qu'on observe, c'est que peu importe le domaine, il est vraiment hyper difficile de donner un salaire moyen qui mette tout le monde d'accord. Il y aura toujours des avis divergents sur ces chiffres-là, on aura toujours des baromètres qui sont remis en cause. Et ce sera le cas vraiment pour à peu près tous les métiers. Il y aura toujours de toute façon des SEO stars, entre guillemets, des designers stars, des gros hackers stars, avec des parcours solides, des belles expériences, des niveaux de salaire très au-dessus du marché. Tout comme il y aura toujours des professionnels sous-payés pour diverses raisons. Et puis la majorité qui sera des professionnels qui sera dans une réalité beaucoup plus normale, entre guillemets. Okay. David, question importante, est-ce que nous on va avoir un budget lifestyle chez WAM déjà? Non, plus sérieusement. Mais pourquoi pas? Plus sérieusement, quel est ton avis sur ce sujet des disparités de salaire? Déjà, merci Fabien pour toutes ces explications. Je pense qu'il fallait donner un peu de perspective, parce que quand tu balances comme ça ou tu publies, balancer mais publier sur les réseaux sociaux une enquête comme ça, effectivement chacun donne son avis, c'est pas toujours dans la nuance et puis quoi qu'il en soit il faut apporter des détails, là on les a, donc ça j'apprécie parce que d'autant plus que comme tu l'as dit c'est un sujet chaud en France, il n'y a pas que les élections qui sont un sujet chaud. Et voilà, et peut-être encore plus aujourd'hui, justement quand on sait la place du pouvoir d'achat dans le programme des présidentielles. C'est vrai que c'est un sujet qui affecte. Donc sur ce point des salaires, il y a le point parfois épineux, en tout cas pour l'employeur, que je représente ici, de la différence entre Paris et la province.
Et pour être concret, Mathieu, t'hésites pas à intervenir, il y a une différence de 20-25%. On la retrouve encore aujourd'hui. Mathieu, tout à l'heure, nous expliquera de façon concrète et transparente ce qui fait le salaire chez WAM, hein, pourquoi on rentre dans tel niveau de salaire. Mais par-dessus ces éléments, bien sûr que nous prenons en compte le fait de vivre à Paris ou en province. Le marché du travail est encore plus pénurique à Paris, la vie est bien plus chère, ça je l'apprends à personne. Donc les salaires sont plus élevés. Voilà, je livre aucun scoop. Tu as aussi plus de concurrence, je pense, entre agences sur Paris qu'en province. Hein. Tout à fait, c'est pour ça que je parlais d'un marché encore plus pénurique, absolument, tu as raison. Et l'enquête que l'on a menée le montre clairement, hein, le salaire moyen, donc l'a publié sur l'enquête BDM, 42 200 annuels bruts à Paris et 33 000 en province. On répète que c'est donc une moyenne, tirée par les extrêmes fortement. Et voilà, ça reste une moyenne. Donc 33 000 en province. Et là encore, il faudrait différencier les villes de taille moyenne et les petites villes en province, parce qu'évidemment, selon qu'on soit à Strasbourg, Mulhouse, Besançon ou ailleurs, c'est pas le même niveau de vie, tout simplement. Donc chaque tissu économique est différent. Il suffit de voir la couleur des votes à l'élection présidentielle pour s'en convaincre. Hein. On n'a pas les mêmes besoins selon l'endroit où l'on vit. Voilà, et ça non plus, c'est pas un scoop. Et pour rebondir sur ce que disait Fabien tout à l'heure, on peut également rappeler qu'un salaire en tant que freelance, c'est pas le même qu'un salaire en agence. Oui, voilà, et c'est là aussi où il y a eu des réactions sur Twitter et que je comprends. Hein. Voilà, je vais l'expliquer, je passais par là aussi. Je pense que c'est bien qu'on s'arrête un peu pour expliquer les choses. Voilà, j'enfonce une porte ouverte, hein, désolé, mais c'est important de rappeler, selon votre statut, évidemment, le salaire n'est pas le même. Voilà, donc à travers ma petite expérience, j'ai vécu 3 situations. J'ai démarré salarié en agence pendant 7 ans. Voilà, de 2002 à 2007. Tu étais en province, du coup. J'étais en province, j'étais à Mulhouse. D'accord. Voilà. Petite ville, moyenne ville, donc salaire pas très élevé. Je vais l'expliquer après. J'ai été freelance au démarrage de WAM, donc à partir de 2008. Voilà, quelques mois, et puis maintenant, et depuis, je suis un TNS, donc travailleur non salarié, et maintenant patron de l'agence, une agence de 50 personnes. Bien sûr, je n'ai pas gagné la même chose. Il y a des contreparties que je vais essayer de résumer ici assez simplement. Mais je pense que ça permet à chacun de s'identifier. J'ai démarré au sortir de mes études, Bac plus 5, il y a 20 ans déjà, mais à peine plus haut que le SMIC. On m'a dit, fais ton job et tu fais un CDD, et puis si tu as fait ton poste, on te garde. Bon, bah voilà, moi j'ai accepté ces conditions, je suis parti. Je l'ai fait. J'ai évolué rapidement, et au bout de 7 ans, je gagnais en 2007, hein, donc depuis il y a eu l'inflation, je vous invite à regarder l'INSEE aussi, je gagnais 2 500 € net dans une ville moyenne de province, hein, donc Mulhouse, ce qui était plutôt très honorable. Voilà, et depuis, évidemment, c'est plus exactement le même coup. J'avais la sécurité d'un job qui avait déjà le vent en poupe, sur un marché en hyper-croissance, dans une société qui avait connu une croissance à 2 chiffres tout le temps que j'y étais, et qui m'a donné sa totale confiance pour mon quotidien. Voilà, je suis plutôt bosseur, mon employeur m'a donné une vraie autonomie, il m'a responsabilisé, il m'a donné les clés du camion en fait, et voilà, et j'avais une équipe super, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mes 2 dernières années étaient assez dingues d'ailleurs, parce que j'avais pas 30 ans, je gérais une équipe, je passais le plus clair de mon temps à Paris. À moins de 30 ans, sans avoir à se poser de questions, c'est plutôt Disneyland, croyez-moi. et j'avais pas d'autres questionnements que mes projets SEO et ma vie perso à Paris, et ça roulait. Et ça, c'était mon package. Ouais. Bien sûr, il n'y a pas que le salaire, il y a tout ça qui comptait. Lorsque je me suis lancé en freelance, sans vous raconter ma vie, c'est pour rejoindre ma moitié à Lyon. Bon, ça n'a pas pu se faire avec mon employeur, donc je suis parti et je me suis dit, allez, je me lance et on verra bien. Bon. Et là, c'est au démarrage de WAM. Hein. Ouais. Voilà. J'ai appelé ça WAM parce que j'étais tout seul. C'était moi à l'envers. C'était rien de bien compliqué. Je n'ai pas fait de hautes études dans le marketing pour le coup. J'ai géré comme un paysan, comme j'aime à dire. C'est-à-dire que s'il y avait un coup de gel sur les affaires, il valait mieux avoir mis de côté de quoi faire pour assurer les longues journées d'hiver. Plutôt fourmi que cigale. Quoi. Voilà, exactement. Question d'éducation, et chacun en fera bien ce qu'il voudra. Ça veut dire que je me payais finalement pas grand-chose. Pour être transparent, je me payais le SMIC, et puis en fin d'année, je complétais en dividendes. Mais voilà, pour pas trop avoir payé d'impôts non plus. Puis surtout, je voulais assurer. J'avais pas encore de famille, donc c'était gérable. J'avais un contrat d'1 an, 4 jours sur 5 chez l'annonceur, que je facturais 450 € par jour hors taxe. Ça fait un contrat de 80-90 000 €. Donc oui, il y avait moyen de bien se payer. C'était confortable. J'ai mis beaucoup de côté.
Et voilà, comme je disais, je me suis accordé à la fin de l'année un petit dividende, mais la majorité est restée de côté. Pour moi, là, il n'y avait pas de sécurité. J'avais le risque d'être coupé avec un préavis de 6 mois, quand même, mais il est clair que j'aurais pu me payer plus. Ouais. J'ai dû sentir le truc, puisque la deuxième année, j'ai été coupé au bout de 6 mois, voilà, donc avant le terme de mon contrat, et parce que l'entreprise a été rachetée. Et donc là, tu te retrouves un peu à poil. Heureusement, j'avais quelques bons contacts aussi. J'avais mis de côté. Voilà. Et puis, mon réseau a fait la suite. Mais vous dire que je n'ai pas eu d'appréhension sur le moment serait vous mentir. Le risque que tout se casse la gueule était évidemment ma principale crainte en tant que freelance. Est-ce que j'avais quand même une belle position avant, mince, au bout d'un an, ça se casse la gueule. Bon, voilà, en plus, je venais de m'installer avec ma compagne. Voilà. Donc, sur cette belle expérience, j'ai lancé WAM, version agence, en embauchant mon premier salarié, parce que le boulot, finalement, a suivi. Je m'étais mis en risque, mais j'ai continué à me payer modérément pour assurer, pour embaucher. Mais ça, c'était ma façon de faire. Tout ça pour dire que les préoccupations ne sont plus les mêmes. Quand vous êtes salarié, vous êtes libre de tout questionnement lié à la gestion. Donc vous avez un salaire qui évolue moins vite potentiellement, mais qui est garanti. Et puis on verra les à côté tout à l'heure avec Mathieu notamment. Quand vous êtes freelance, vous devez gérer le lendemain, et encore plus si vous passez en mode agence, vous pouvez gagner rapidement beaucoup. J'ai fait le choix à l'époque d'être économe, mais on peut gérer différemment et se faire de gros salaires. Mais il y a le risque, encore une fois, que tout s'arrête. Mais pour le coup, ni l'URSSAF ni la CIPAV ne vous oublieront. Et je suis certain que les freelances ou les TNS qui nous écoutent savent parfaitement de quoi je veux parler. Donc on ne va pas vraiment comparer les deux modes de rémunération. Le statut et les risques inhérents n'ont rien à voir. Et pardon si c'est des portes ouvertes pour certains, mais vraiment, ce sont deux choses différentes. Et c'est pour ça que ça fait autant réagir, je pense. Écoute, merci en tout cas d'avoir partagé un peu toutes ces différentes périodes. Au moins, il y a sans doute que des auditeurs se retrouveront à différents endroits. Mathieu, je me tourne vers toi, parce que tu n'as pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Tu t'endors, il s'endormait. Ouais, je m'endormais. Non, je me suis réservé pour la fin. Il va se rattraper. Donc toi, tu vas nous parler plus spécifiquement de WAM, du processus de recrutement et de ce que l'agence propose à ses salariés. En effet, oui. Comme on a pas mal de choses à expliquer, je vais commencer tout de suite. Vas-y, écoute. Pour bien reposer le contexte, en fait, il faut rappeler que je parlerai aujourd'hui que du métier principal de mon équipe, donc le SEO. Parce que chez WAM, en fait, on a plusieurs équipes. On fait des relations presse, de l'éditorial, de la data, même une équipe IT avec beaucoup de diversité dans les profils à recruter. Et donc le SEO, en fait, on en parle depuis tout à l'heure. C'est un métier où ça recrute pas mal, pour pas dire beaucoup. Vous n'avez qu'à chercher SEO sur Google Jobs, vous verrez qu'il y a déjà quelques offres qui sont en attente. Et pour le coup, même s'il n'y a rien à voir avec le monde du développement, à notre petite échelle, on va dire, c'est déjà beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les offres qui ne trouvent pas de candidats, en fait, aujourd'hui, c'est les offres pour les profils les plus expérimentés. Donc en gros, tu veux dire que les juniors, vous n'avez pas de mal à en trouver. Oui, c'est exactement ça, en fait. Parce que le SEO, au final, c'est pas un métier qui est si compliqué à découvrir. Si je grossis le trait, quelqu'un qui est très motivé avec des badges en digital, en marketing, avec une sensibilité qui peut être littéraire ou technique, au final, ça va faire le job, en fait, si tu veux. Et normalement, en fait, toutes les agences en place en France, elles savent les former. Chez WAM, ces profils, ils sont encadrés par des SEO seniors qui les accompagnent au quotidien dans leur montée en compétences. Ils sont engagés comme assistants, chefs de projet chez WAM, et ils sont formés sur une durée qui est, on va dire, plus ou moins longue. Tout dépend un peu de la vitesse de chacun, comment il progresse. Mais si je fais une moyenne, un profil qui sort d'une école de marketing digital, un master par exemple, il mettra environ 1 an à être pleinement opérationnel en fait, sur les tâches qu'on lui demande. Il faut bien faire un tour de calendrier chez WAM pour voir tous les aspects d'un accompagnement. Parce qu'en effet, quand on travaille pour des grandes entreprises comme chez WAM, nous, nos contrats, c'est la plupart du temps un minimum d'1 an. Et puis dans certains cas, on a des contrats cadres où là, ça peut être 3 ans, voire des fois renouvelables même. Donc même si on n'est pas remis en concurrence tous les ans, il y a toujours un peu cette pression en fin d'année de renouveler, mais c'est des projets qu'on garde longtemps. Donc ça veut dire que, en gros, quand tu commences chez nous, tu dois passer par un peu toutes les étapes d'un projet, et ça peut prendre un peu de temps quand même, quoi. Ok. Ouais, donc les profils juniors, si j'ai bien compris, c'est pas le plus compliqué à trouver. J'imagine que là, tu vas recruter les gens aussi en fonction de leur motivation et les fameuses soft skills. C'est ça, ouais. Compétences douces pour nos amis anglais. Oui, non, effectivement, la motivation, c'est clairement le nerf de la guerre pour nous. Et je pense que c'est vraiment valable dans plein de métiers, même en dehors du digital, en fait. Quelqu'un qui
est chaud patate, il se formera en fait plus ou moins vite, mais il se formera. Ensuite, tu peux retrouver des éléments comme le travail en équipe, le fait d'être autonome dans la résolution de problèmes, la gestion du temps. La gestion du stress aussi, parfois ça arrive en agence, on ne va pas se le cacher. Être un bon communicant, c'est des choses qui vont aider en fait à bien faire ton travail, qui enrobent si tu veux la compétence technique métier. Et tout ça, c'est des points en fait, il y en a d'autres, je ne vais pas toutes citer sinon on est encore là demain, qui m'aident à déterminer si un candidat il est plus ou moins intéressant, si je vais le préférer à un autre ou pas, au-delà des compétences métiers en fait. Je reviens juste sur ce que tu disais un tout petit peu avant, la gestion du stress, c'est si courant que ça dans une agence ? C'est quelque chose qui arrive. Et là, chacun a sa jauge. Certains peuvent encaisser beaucoup et ils sauront rester, comment formuler ça, solides face à l'adversité, on va dire ça comme ça. Et d'autres un peu moins. C'est à la fois une affaire de personnalité, mais aussi d'expérience et de vécu. Et maintenant, bien sûr, il faut délivrer de la qualité aux clients, être proactif, essayer de faire de son mieux, mais aussi, je le rappelle quand même assez souvent à mes équipes, on a la chance, en fait, nous, chez WAM, de ne pas sauver de vie. L'idée, c'est pas de tout relativiser, mais parfois, c'est nécessaire pour continuer de travailler dans de bonnes conditions, en fait, quoi. Non, c'est vrai qu'on te cite de temps en temps, Mathieu, il y a l'urgent et il y a l'important. Et c'est très important de savoir distinguer l'un de l'autre, si on veut pouvoir vivre sereinement sa charge de travail. Et puis un autre point aussi par rapport au stress, c'est pas évident, et ça je pense que ça s'apprend avec le temps aussi, d'avoir du recul sur une remarque qu'on peut nous faire ou une situation, c'est-à-dire distinguer ma personne du rôle que je joue dans telle situation. Des fois on prend personnellement les choses, c'est pas facile à faire, mais quand on arrive à faire le distinguo, ça aide quand même. Ouais, c'est primordial même, je dirais. Et d'ailleurs, si vous voulez, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, en savoir un peu plus sur la gestion du stress, de l'important et de l'urgent, vous avez la matrice d'Eisenhower qui est intéressante à creuser. On vous mettra un lien pour vous détailler un peu le principe, mais simplement c'est effectivement faire le tri entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et ça vous aide en fait à décider et à savoir comment prioriser votre quotidien, votre planning, votre vie perso, votre vie pro. Ça marche un peu pour tout. Entre ce qui est à faire, à planifier, à déléguer et à abandonner. Et ça, on n'ose jamais le faire. On a la boule au ventre, mais parfois, il faut le faire. Je ne sais pas bien le faire. Bon, en tout cas, on mettra un lien vers les travaux de ce cher Eisenhower qu'on salue, qui nous écoute d'ailleurs. Michel, de son prénom. Non, mais c'est vrai que ça aide vraiment quand c'est le bordel dans les plannings, ça aide vraiment à faire le tri en fait. Et comme ça, tu repars sur une base saine. T'es tranquille, quoi. Je reviens du coup sur le sujet des candidats et de la difficulté à trouver des profils expérimentés. Qu'est-ce qui fait que chez WAM, on met toujours pas mal de temps à trouver ce genre de profil, justement ? Ouais, merci de me remettre dans le droit chemin, Kevin. Je suis ton berger, je suis ton guide. En fait, je pense qu'il y a effectivement plusieurs raisons à ça. La première, on en a parlé, c'est la pénurie de candidats sur le marché français. On en a parlé, on continue d'en parler et on en parlera encore un peu après. Probablement dans le monde même en fait, puisque je vois tourner pas mal d'articles de confrères à l'étranger qui se posent exactement les mêmes questions que nous, qui font face aux mêmes problématiques de recrutement. Et je pense que ça veut dire que la demande des entreprises elle est tout simplement plus importante que ce que le marché peut fournir. On a ce constat-là et on est obligé de faire avec. Et je vais ajouter en fait à ta question une difficulté un peu supplémentaire pour répondre. En fait, c'est que t'entends quoi par profil expérimenté, quoi ? J'imagine c'est ce qu'on voit dans les annonces, quoi. T'indiques les missions comme autonomie à la réalisation d'une étude mot-clé ou d'un audit technique, et puis tu précises un nombre d'années d'expérience requise. Effectivement, on le fait en fait. Dans nos offres d'emploi, on va t'indiquer X années d'expérience, etc. Parce qu'il faut donner un peu un repère, ce qui te permet de savoir si le candidat est opérationnel vis-à-vis de ton process de travail. Par contre, ça va pas forcément t'aider beaucoup, quoi. En tout cas, ça peut te donner des premiers signes, mais ça va pas t'aider beaucoup. Par exemple, comment on fait pour évaluer un chef de projet SEO qui a bossé, disons, 4 ans chez un concurrent, est-ce qu'il sait réaliser un benchmark concurrentiel tel qu'on le fait chez WAM ? Peut-être que lui, il sait faire des audits, il sait faire des études mots-clés, ou est-ce qu'il fait peut-être du linking dans son agence actuelle ? Et en fait, ça, c'est pas forcément des choses qu'on va faire de la même manière que lui. Ouais. Donc lui va te dire qu'en fait il a un profil qui est effectivement assez expérimenté et qui saura faire, se débrouiller. Donc là admettons en fait, on sait que par expérience en fait dans tous les cas il saura peut-être pas tout faire du premier coup, mais avec le temps, disons quelques semaines ou mois, il va être opérationnel. Ouais.
Par contre, après, on sait aussi que comme nous, on a entre 4 et 7 clients actifs maximum par tête pour les chefs de projet, un benchmark, tu ne vas pas le faire tous les 15 jours. Donc, tu vois, ça peut entraîner des choses. Si lui, il met plusieurs mois avant d'être opérationnel sur un livrable, ça peut être c'est quand même gênant. Et là, le truc, c'est que normalement, tu vois, sur d'autres sujets où un audit technique, normalement, tout le monde est censé travailler de la même manière en France. En tout cas, je croise les doigts pour qu'on fasse tous le même boulot. On a vraiment une méthode particulière sur certains sujets chez WAM. Et là, en l'occurrence, quand on dit qu'on pilote par la data nos prestations, les accompagnements qu'on peut avoir avec nos clients, c'est pas juste pour faire beau dans les présentations commerciales, en fait. On a une bonne expérience en la matière avec 14 années d'existence, ce qui nous fait, en gros, ce qui fait qu'on peut bien se rendre compte de ce que la concurrence peut amener comme expérience à des candidats. Et souvent, en fait, ce qui va pêcher, c'est potentiellement, on va dire, la typologie de comptes sur lesquels les candidats ils ont travaillé, qui ne collent pas forcément avec la nôtre. Et clairement, en fait, quand on ne fait pas le même job avec un concurrent, on ne peut pas arriver avec une expérience commune au bout de 4 ans. Et du coup, la simple année d'expérience, en fait, elle veut plus vraiment dire quelque chose en fait au bout d'un certain temps. Ça va te permettre effectivement peut-être de distinguer un junior d'un profil intermédiaire, mais après sur de la seniorité, c'est vraiment compliqué de mesurer ça. Et du coup, chez WAM, nous, comme on vise en fait la très grande qualité, et je pense que ça se ressent bien, si je dis pas de bêtises, on doit être à 96% de fidélisation sur nos comptes. Exactement ça, ouais. Faut pas trop qu'on se rate en fait quand on a des recrutements, quoi. Okay. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que c'est compliqué d'évaluer un candidat juste sur son CV. Du coup, je suis pas recruteur, mais c'est pas nouveau ça. Non, effectivement. En fait, déjà, tu vois, il paraît assez compliqué de dire à quelqu'un d'emblée que son profil il va t'intéresser, que tu vas le recruter d'autre part, et en plus que tu vas lui donner le salaire qui t'indique en point de départ. En fait, ça, c'est là où je voulais en venir. On en revient au salaire. C'est ça, exactement. Moi, en fait, j'assume assez l'idée qu'un salaire, ça se mérite. Et il se mérite pas que par le titre que tu as sur ton contrat, en fait. Il se mérite par des faits et ce que tu as pu prouver, en fait, soit dans ton processus de recrutement, soit dans les actes que tu veux accomplir dans ta carrière. Et moi, ça me permet aussi d'équilibrer mon équipe, si tu veux. Il n'est pas normal pour moi de déséquilibrer une équipe en recrutant quelqu'un à un haut niveau de salaire, alors qu'il fait moins bien le travail que des personnes qui sont déjà en place, par exemple. David ? Et entendons-nous bien, on n'a aucun problème à partir du moment, et on va rentrer un peu plus dans les détails, où la personne nous montre qu'effectivement elle sait faire et qu'elle revendique tel salaire, à payer ce salaire. Et on s'en foutra du nombre d'années d'expérience en l'occurrence, quoi. Exactement. En fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tu sais faire en fait. Ouais. Et voilà. Et quelle est aussi la capacité de la personne à progresser. Des gens qui progressent bien plus vite que d'autres. Parce que des fois, on entendait là sur les réseaux sociaux, mais comment on pouvait dire ça si la personne pense qu'elle... Non, mais on rechigne pas du tout. C'est qu'à un moment donné, effectivement, comme le dit Mathieu, le nombre d'années finalement d'expérience à un moment donné veut plus rien dire en fait. C'est montre-moi ce que tu fais et puis après on enchaîne. Parce qu'il faut le rapporter à quelque chose de très simple et pragmatique, comme l'a rappelé Mathieu. Nos clients ont une exigence. Souvent, c'est des grands comptes avec une multiplicité de tâches qui amènent finalement le candidat à maîtriser pas mal de choses, à avoir un champ de compétences assez large. On parlait de savoir communiquer, etc. Ça, à un moment donné, faut se lancer pour le savoir. Voilà, tout simplement. Mais je le redis, on ne rechigne pas du tout. C'est pas du tout la question. C'est simplement, il faut qu'on soit un peu plus pragmatique, quoi. Je reviens sur ce que tu disais, Mathieu. Du coup, c'est après l'évaluation des candidats que tu sais dire si oui ou non son salaire cible est envisageable. C'est l'idée, oui. En fait, on attaque le sujet uniquement par le salaire. En plus, là, il n'y a pas que le salaire, en fait, dans un package qu'une entreprise peut te proposer et qui peut la rendre attractive, en l'occurrence. Mais bon, voilà, le salaire, ça reste quand même important, on est d'accord. Imaginons, par exemple, je vous détaille un peu un cas type. Pour cadrer cette notion de salaire, on imagine que ton équipe est à Lyon. Elle va être composée d'assistants, donc c'est les fameux CEO juniors qui commencent aux alentours de 1 800 € net avant impôt. Désolé, moi je parle toujours en net avant impôt. C'est une habitude comme ça et je crois que David il est un peu comme moi aussi. C'est vrai, donc je vous laisserai après faire les calculs. C'est plus clair. C'est plus clair. C'est plus clair. Ouais. Au moins tu sais ce que tu gagnes. C'est ça. Voilà. Et puis on vous mettra le lien vers un convertisseur, comme ça vous pouvez. Il y a un site du gouvernement qui permet de faire les calculs
calcul, C'est ça. savoir combien ça fait en brut à l'année. Mais globalement, tu as des juniors à 1 800 € net, que tu vas avoir aussi au sein de ton équipe des profils intermédiaires qui vont être entre 2 100 € net pour les moins expérimentés, jusqu'à, par exemple, 2 600 € net. Et puis quand tu vas après atteindre sur des profils très seniors, tu vas être sur du 2 900, 3 000 € par exemple net en termes de salaire mensuel. L'amplitude de salaire, en fait, elle est super large. Et je te parle pas du fait que certains ils peuvent avoir des responsabilités complémentaires qui sont valorisées, qui vont s'ajouter en fait à leur job de chef de projet SEO là, vis-à-vis des clients. Donc en fait, cette amplitude qui est assez large, en fait, c'est assez compliqué de te la donner dans une offre d'emploi, quoi. Si je te mets entre 30 000 et 50 000, tu te places où ça t'aide pas, limite ça te met des mauvaises idées en tête, et dans un sens et dans un autre, quoi. Donc vaut mieux bien discuter ensemble du sujet, et puis après on peut cerner ce qui convient, en fait. Oui, c'est un peu plus clair, effectivement. Et du coup, si tu dis arbitrairement que tu vas recruter ton prochain chef de projet à X euros, tu fais un peu fausse route, quoi. Du coup, il vaut mieux évaluer si la personne fait le taf pour tes besoins immédiats, et ensuite tu lui proposes le plan à 1 ou 2 ans qui amène le salaire fixe. On se comprend, je vois, ouais. C'est ça l'idée, en fait. C'est pas de truander les candidats dans un process de recrutement. L'idée, c'est vraiment d'être cohérent. Et si tu arrives à maintenir des niveaux de salaire qui conviennent à tous et à faire évoluer tout ça, alors c'est OK. Là où je peux être d'accord avec certains suite à la discussion qu'on a eue sur Twitter, qui était pour le moins animée, on va dire ça comme ça, c'est quand les gens, effectivement, ils sont payés à coups de lance-pierre avec l'option pizza baby-foot, et qu'on leur demande d'être partout avec un haut niveau de disponibilité, quel que soit le client. Voilà. Limite, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une forme de salaire qui est sur une prime individuelle, et puis là, tu es sur un peu le pire du côté employeur qui use et abuse un peu du système, quoi, si tu veux. T'évoquiez plusieurs causes tout à l'heure concernant le fait qu'on met pas mal de temps à trouver des candidats. Du coup, j'ai noté la pénurie de talent due au nombre de candidats qui sont réellement expérimentés, et parfois la complexité de se caler sur un salaire cible dès le début d'un parcours de recrutement. Oui. Pour que ça soit bien clair, en fait, David le disait tout à l'heure, on n'a pas du tout de mal à bien payer quelqu'un en agence. Il faut simplement que ça soit justifié. Et pour compléter et bien montrer qu'on n'est pas juste bête et méchant, parce qu'il faut aussi savoir suivre un marché. Et ça nous est arrivé, en fait, nous, de réévaluer le salaire de plusieurs personnes quand on a recruté quelqu'un qui avait un niveau de salaire plus élevé, pour remettre un peu tout le monde d'équerre et à niveau. Donc ça représente des coûts, effectivement, hein, mais c'est des choses qu'on peut faire quand on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas forcément au niveau où on est vraiment bon sur ce sujet-là. Donc moi, tout ce qui va être important pour moi, en tout cas en tant que manager, c'est de garder un équilibre au sein de mon équipe, et ça passe notamment par de la transparence en fait, à ce niveau. Et ça passe par le parcours de chacun qu'on va pouvoir suivre dans des entretiens individuels annuels, professionnels tous les 2 ans, qui permettent d'accompagner chacun dans sa montée en compétences. Puis indirectement, du coup, l'augmentation du salaire, elle va avec, en fait. Et en plus de tout ce que tu viens de détailler, est-ce qu'il y a d'autres points qui ralentissent le recrutement chez WAM ? Ouais, je pense que c'est d'ailleurs pas quelque chose de négligeable. Quand on parle de recrutement et de difficultés de profils à trouver qui seront intéressants, en fait, il faut savoir aussi qu'historiquement, chez WAM, on est à Lyon. Depuis quelques années maintenant, on est aussi sur Paris et en Alsace, avec des personnes qui sont à Mulhouse et à Strasbourg. Et sous peu, d'ailleurs, on aura une présence à Montpellier, puisqu'on a décidé d'ouvrir un recrutement à une personne qui est sur place, qui est, on va dire, hors scope géographique de nos bureaux existants. Et du coup, ça induit des choses pour toi au niveau du management de l'équipe ? Ouais, côté organisationnel, c'est pas neutre en fait, mais s'il faut bien retenir une leçon, je pense, pour tous du Covid, c'est que le présentiel dans des bureaux, c'est pas indispensable. Oui, c'est plus. On a défini, nous, par exemple, un rythme de travail qui permet à tout le monde de s'y retrouver, avec des périodes compliquées en fait, qui étaient en full télétravail dû au Covid. Et du coup, on a fait un sondage en fait auprès des salariés. On s'est arrêté pour poser la question en fait, pour savoir un peu comment chacun vivait le truc. Et le rythme de télétravail, nous, par exemple, il est passé donc à 2 jours de télétravail par semaine et 3 jours en présentiel dans les bureaux. C'est ce qu'on a fait entre les deux confinements. On a saisi l'opportunité, parce que je pense qu'il y avait une opportunité à saisir pour quelque chose qui fonctionnait bien, où les équipes nous ont montré que ça marchait, qu'elles savaient gérer. Voilà, et en fait on s'en faisait un monde, mais finalement je dis pas que tout était facile, mais les équipes ont géré. Bon, là il y avait une opportunité de s'arrêter, de dire on fait un sondage, est-ce que vous voulez continuer ? Oui, à 2 jours par semaine, génial. Et on a fait un accord d'entreprise, on a scellé le truc, et on a fait la même chose sur les horaires.
puisque là aussi, on a vu que la souplesse fonctionnait. Donc, ça nous a fait grandir. Je pense qu'il y avait une opportunité à saisir, et tant mieux, mais c'est pas forcément toujours très simple pour les managers à gérer ça, c'est vrai. Et justement, là, ce qu'on détaillait, c'était pour les gens chez nous à Lyon. Et pour ceux qui sont à distance, comment ça se passe? Et ben pour les personnes qui sont à distance, qui ne sont pas sur place en fait, dans nos bureaux Lyon, Paris, Mulhouse, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des coworking qui permettent d'avoir un rythme, on va dire, domicile-bureau qui convient à tout le monde. Jusqu'ici, en tout cas, ça semble plutôt bien fonctionner et nous, ça nous permet d'ouvrir en fait notre capacité à recruter des talents qui sont éloignés de nos bureaux au final. Maintenant, parce que c'est un travail aussi collaboratif de bosser sur les accompagnements de nos clients et que c'est un peu la clé dans notre organisation, on demande quand même à tous les salariés qui sont en dehors de notre siège lyonnais de venir une fois par mois dans les bureaux entre 2 et 3 jours par exemple. C'est à peu près ça peut être un peu plus s'il y a un besoin particulier en fait. Mais sinon c'est ça, je pense, si on fait une moyenne sur l'année. Et c'est pour nous en fait un bon moyen de garder le lien pour les salariés éloignés, de rencontrer leurs collègues, de s'intégrer aussi plus facilement dans l'équipe. Et en fait, tout ça, c'est simplement parce qu'on voit bien que le café qu'on peut avoir, les discussions qui vont avec autour de la machine, on les a pas en fait. Quand on est en distanciel, on va pas juste faire une visio pour boire un café ensemble. Ça, c'est des choses qui n'existent pas. Et du coup, le présentiel, dans ce genre de cas, il reste important. Pour nous, c'est vraiment un point clé qui permet à tout un chacun de créer du lien au sein de l'entreprise. En dehors, on va dire, des ateliers, des séminaires, autres moments liés à un projet où on peut se rencontrer en fait. David m'a fait signe. Oui, c'est simplement qu'on a... J'écoutais Mathieu et on a fait quelque chose d'intéressant, je crois, dans l'entreprise, c'est qu'on a fait, sans trop m'étaler dessus, mais pour rebondir sur ce que disait Mathieu, on a fait un forum ouvert. Oui. Forum ouvert qui consistait à dire aux collaborateurs, dites-nous quels sont les sujets dont vous souhaitez vous emparer chez WAM, vous vous mettez en groupe, vous les portez et vous les rendez concrets. Et pour créer du lien, il y a eu des choses assez intéressantes comme le BD WAM. Oui. Voilà, donc un groupe qui anime les équipes sur, par exemple, des soirées à thème, alors chez WAM ou à l'extérieur, pour faire d'autres choses que juste travailler. Par exemple, il y a eu une autre initiative qui est le Lunch and Learn, où là, on se réunit autour d'une thématique en petits groupes pour que ça reste pertinent. C'est pas nécessairement dans le métier du SEO, mais ça peut être un peu au-dessus, la prise de parole, ça peut être gestion du stress, ça peut être d'autres choses. WAM, on va dire, s'occupe du repas et derrière, il y a quelqu'un qui amène une expérience, qui la partage. Voilà, et puis c'est un apprentissage pour tout le monde. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent en plus et qui créent le lien. Il y a d'autres petites choses comme l'onboarding aussi, qui ont été faites, le livret d'accueil, etc. Mais c'est énorme après ce qu'on a vécu, tout ce qu'il faut mettre en place pour garder le lien. Voilà, d'un côté, on ne peut pas faire sans le télétravail parce que c'est un confort pour tout le monde, moi le premier, mais il faut redoubler d'efforts derrière. Il y a un vrai pendant organisationnel à trouver pour combler en fait, ce distanciel. En fait. Exactement. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, sur l'importance de créer du lien, notamment pour ceux qui sont loin pour notre exemple de Lyon. Venir régulièrement, ouais. J'imagine que c'est là où ça peut coincer avec des candidats qui vivraient là où on n'est pas encore implanté, dans l'Ouest, par exemple. Oui, puis on peut le comprendre, effectivement. C'est pas évident pour tout le monde de partir une fois par mois pendant une demi-semaine de son domicile. C'est quelque chose qui est impliquant. Notamment, je sais pas, si tu vois, des gens qui ont des enfants, ça peut être vite compliqué à organiser. Après, dans tous les cas, l'idée pour nous, avec les candidats, c'est d'en parler assez tôt dans le processus de recrutement pour éviter toute déception et on va dire temps perdu quand c'est quelque chose qui est impossible pour un candidat, en fait. Bon, là, on a déjà vu pas mal de choses. Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier point, peut-être ? Ouais. Parce qu'on n'en a pas parlé vraiment, mais là, en l'occurrence, le process de recrutement. Oui. Comment ça se passe ? On se disait tout à l'heure qu'il fallait évaluer les compétences d'un candidat lors du recrutement, mais on n'a pas forcément précisé la façon de faire chez WAM. Qui peut aussi ralentir les choses, on va dire ça comme ça, mais qui est nécessaire. Bon, t'écoutes, quelles sont les étapes alors ? Ouais.
En premier lieu, en fait, on va déjà distinguer le début de parcours pour les différentes candidatures spontanées qu'on a en direct, par exemple, quelqu'un qui vient nous amener sa candidature ou qui nous rejoint par Welcome to the Jungle. On va le distinguer de ça des profils qui peuvent être amenés par des cabinets de recrutement avec qui on peut travailler. Donc pour le premier cas, on a tout à expliquer au niveau de l'entreprise, même si c'est souvent quand même assez indiqué dans nos offres d'emploi. On revient vraiment sur le qui on est, ce qu'on fait, comment on est organisé, etc. Pour les seconds, on va dire, l'entreprise, souvent, elle a déjà été présentée par le cabinet de recrutement. Voilà. Et du coup, on peut rentrer plus vite dans le vif du sujet. Mais en gros, on a un point de départ, c'est un appel avec notre responsable RH qui nous a rejoint, où lui, il va évaluer, on va dire, chaque candidat pour repérer d'éventuelles soft skills qui sont intéressantes. Il relie ça à des anecdotes de vie professionnelle des candidats. Ça nous donne des points d'appui pour savoir un peu comment chacun se comporte en entreprise. Après, il ne fait pas que ça, mais en gros, c'est son boulot d'identification. Quand il va travailler, il fait un peu le tour du projet de chacun et on va dire des ambitions de chacun. Et on aborde aussi dès le départ en fait, le processus de recrutement, comment on le termine avec une grosse dernière étape qui est une étude de cas qu'il ne faut pas négliger et sous-estimer surtout même plutôt parce que ça peut vite prendre du temps, je vous en parlerai un petit peu après. Donc le responsable RH, donc, en l'occurrence chez nous Fabien pour ne pas le citer, dégrossit le profil de chaque candidat et toi ensuite tu passes derrière et tu reprends la main sur le process, quoi. Ouais, si le candidat il passe la première étape, je m'empare du sujet moi avec un chef d'équipe SEO. Et on fait un premier appel en visio, ça dure en général 45 minutes pour questionner le métier. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'ici comme mission, quelles étaient ses responsabilités sur les projets, essayer de cadrer un peu comment lui était autonome sur ses projets, de quoi est-ce qu'il est fier parmi les projets sur lesquels il a travaillé. Ça dit beaucoup, ça, en l'occurrence, selon les choix que chacun peut faire. Je sais pas, ça peut être aussi... est-ce qu'il a appris de certaines erreurs? Est-ce qu'il peut nous les citer? C'est des choses qui vont nous en dire beaucoup en fait sur le candidat. Et on va voir tout de suite si c'est quelqu'un qui maîtrise le fond et la forme du SEO pur, donc le fond du métier. Et également quelqu'un, si possible, essayer d'estimer s'il sera avec un bon relationnel client et s'il connaît un peu la gestion de projet, tu vois. Et à la fin de cet appel, en gros, nous, on réexplique vraiment dans le détail là, l'étude de cas. Elle est ensuite détaillée par mail et on donne au candidat en fait, le temps qu'il veut pour préparer son sujet. Souvent, comme les personnes qui viennent nous voir, elles sont déjà en poste, c'est vite compliqué en fait, de bosser la journée et le soir te mettre sur une étude de cas où tu refais exactement la même chose que tu as fait la journée normalement. Ça peut être vite impliquant en fait, pour le candidat, donc on laisse le temps. Certains vont vite, d'autres pas. C'est un peu... l'envie de chacun, on va dire, sur ce délai de réalisation. Et puis j'imagine que vous voulez voir aussi un peu ce que le candidat a dans le ventre, donc vaut mieux qu'il prenne bien le temps de préparer l'intervention. Oui, bien sûr. En fait, notre étude de cas, c'est assez simple. Les candidats, ils doivent se prêter un jeu de rôle. Moi, le chef d'équipe, on se fait passer pour un client et lui, il est dans la posture de WAM qui défend un appel d'offres en SEO. Okay. On donne un contexte, sachant qu'on change rarement de site. Ces dernières années, on a beaucoup fait travailler les candidats sur Jardiland et Verbaudet, par exemple. S'ils nous entendent, on les salue on a aussi. plein d'idées pour améliorer. Ce ne sont pas des clients, mais justement, c'est pour ça qu'on le faisait. Voilà. C'est ça. Et on s'en servira pas. C'est des sites sur lesquels on sait qu'il y a beaucoup à faire, en fait, quand on réfléchit à une stratégie de visibilité naturelle. Donc, plutôt des e-commerçants, quoi. Ouais, en fait... Pourquoi, du coup? Ouais. En fait, ici, tu peux aborder quasiment tout le spectre de sujets qu'un SEO il peut être amené à traiter. Tu vas avoir le technique, tu vas avoir l'éditorial en e-commerce ou l'éditorial côté conseil, tu peux avoir de la vidéo, tu peux avoir du local, tu peux travailler l'autorité, l'intérêt de bosser les réseaux sociaux et j'en passe. Et en fait, la question qui résume notre étude de cas, si je recadre un peu sur l'étude de cas, c'est quelle stratégie SEO adopter concrètement au-delà de la force de notre marque pour continuer notre progression face à des concurrents bien organisés et dans un contexte concurrentiel fort. Donc, tu vois, ça peut partir un peu large et libre à chaque candidat de composer avec ce qu'il sait faire ou ce qu'il souhaite faire dans ce cas-là et de nous en mettre plein la vue en fait, quand il présente. Et de notre côté, en fait, on va pouvoir juger le fond, la forme de la présentation. On voit tout de suite si le fond il est maîtrisé, si c'est exhaustif, si le discours il tient la route, si la personne elle est à l'aise à l'oral. Ouais. Et bien sûr, après, nous, on peut poser des questions un peu bêtes, piégeuses et ou pointues pour voir un peu comment chacun maîtrise le sujet et comment il réagit en fait quand il y a
Tu vois, une question bête, selon comment tu me réponds, si c'est un peu mal vécu par le candidat parce que soit il te squeeze et il apporte pas les infos, ça demandait peut-être de la pédagogie pour la personne qui posait la question parce qu'il maîtrise pas le fond de ce que tu es en train de lui dire. Donc ça permet. Brode. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça peut en dire beaucoup sur la personne. Donc ça, c'est des choses qui vont nous intéresser, quoi. Et puis du coup, c'est intéressant comme process parce que du coup, tu as une bonne idée de ce que le candidat peut faire dès qu'il arrive en fait. Par contre, si je peux me permettre, le bémol, c'est que c'est le temps à passer sur l'étude de cas du coup. On en revient au même point. Ouais. C'est ça, effectivement, ça demande un investissement pour chaque candidat qui est assez fort. Après, à mon sens, c'est assez normal quand tu postules quelque part, quand on te recrute pour un poste à forte responsabilité. Ceux qui vont travailler demain chez WAM, ils vont avoir de bonnes conditions au quotidien, ils auront une super équipe sur qui s'appuyer. Et en fait, il faut aussi, à un moment donné, gagner sa place. Je pense quand tu postules un job, même quand tu es sur un marché où il y a peu de candidats, nous, chez WAM, on va garder cette exigence qui fait que même si on galère un peu à recruter, on ne va pas prendre juste le premier venu parce qu'on trouve personne, en fait. Super équipe, tu parles de toi en plus. Je parle surtout des autres. Et après, effectivement, c'est quelque chose qui tu vois, c'est déjà très impliquant, mais si je te donne un exemple de vécu, quand j'ai postulé chez WAM il y a 6 ans, en plus de tout ça, moi j'avais eu une dissertation à faire sur un sujet fort intéressant qui était à la mort de l'auteur, la mort du héros. Tu avais eu la moyenne visiblement, c'était encore visiblement, là. J'ai eu au moins eu la moyenne. On tentait des choses, mais ça avait marché. Effectivement, moi je voulais juste intervenir sur le niveau d'exigence parce que, en fait, d'où il vient, et ça je pense que chacun le comprendra, on essaye encore une fois d'être très pragmatique. Puis moi je viens du métier, voilà, donc c'est le niveau d'exigence qu'on demande, c'est celui qui va avec celui qui nous est demandé par nos clients, tout simplement. Plutôt grand compte, comme le rappelait Mathieu, mais il n'y a pas de petits et gros clients, les clients exigeants. Et puis qui implique nécessairement un champ de compétences des fois aussi plus large. C'est vrai que quand tu dois gérer un gros projet avec plusieurs entités, des devs, des designers, etc., il faut aussi que tu orchestres, que tu te fasses entendre, que comme le disait Mathieu, tu puisses être pédago. Donc ça amène tout ça. Donc on met en situation et on voit ce que ça donne parce que c'est ce dont on a besoin. Voilà, en tout cas pour un senior. Et voilà. Et puis ça va aussi avec les conditions de travail qu'on propose d'autre part. Voilà, tout simplement. Parce que comme disait Mathieu, il y a des super équipes. C'est vrai. Mathieu, justement, tu disais qu'il te restait un dernier point à aborder. Je suppose qu'on parle du package WAM qui va avec chaque recrutement dans l'agence. Un vrai devin, qui est venu. On dirait presque qu'on prépare nos textes à l'avance. Est-ce que tu fais de l'impro, toi, depuis tout à l'heure? Ouais, pas vous. Tout de tête. Non, j'avoue, tout est écrit à l'avance. Tout appris comme une poésie, je récite. C'est ça. Mais effectivement, venons-en un peu à ce qui se fait chez nous. On va dire ce qui peut intéresser aussi les différentes personnes qui peuvent nous écouter. Globalement, si je résume, on a des salaires qui sont relativement élevés, mine de rien, si on se compare à des concurrents avec lesquels on est régulièrement mis en concurrence sur le côté recrutement, compte tenu du contrat qu'on peut proposer qui est à 35 heures actuellement. C'est des choses d'ailleurs qui sont en train d'évoluer cette année où on a une discussion en cours avec David là-dessus. On met en place des horaires adaptés le matin, le midi, le soir pour coller au rythme un peu de chacun. Donc il y a des tranches sur lesquelles tu peux te caler pour choisir tes horaires et on va dire mieux vivre un peu ta vie pro au milieu de ta vie perso, etc. Mieux t'organiser dans ta journée. Il y a un vrai système de récupération des heures de déplacement hors horaire de travail qui est mis en place où tu vas pouvoir avoir de la récupération si tu donnes de ton temps perso, en fait, par exemple pour aller chez un client. Quand c'est à Paris, que tu es à Lyon et que tu dois y être à 9h, normalement, si tu pars le matin, ça sera sur ton temps perso, quoi. C'est normal de pouvoir aussi récupérer un peu de temps là-dessus. Il y a des tickets restaurants qui sont pris en charge à moitié par l'employeur, ça se fait beaucoup aussi. Ailleurs, on a 2 séminaires par an qui sont organisés, voire plus, même si je me réfère à ces 2 dernières années. Il y a une mutuelle qui est prise en charge à 100%. On a aussi un taux d'occupation des salariés qui est adapté pour assurer la plus grande qualité possible dans les accompagnements de nos clients. Donc, le temps vendu et ce qu'on va attribuer à chaque personne est quand même assez bien étudié. Oui, calibré. Parce que l'idée, c'est d'aller au fond des choses. Je parlais d'exigence tout à l'heure. Si on te demande
par exemple, de bosser sur l'optimisation de la visibilité sur une plateforme d'application, et que c'est un sujet qu'on n'a jamais fait, il faut le pousser à fond. Donc pour ça, il faut le temps. Et l'objectif, c'est de le sanctuariser, ce temps, quoi. C'est ça. On a un plan d'intéressement qui existe aussi chez WAM, qui est d'ailleurs en train d'être refondu au niveau du mode de calcul, qui devrait arriver assez récemment sous peu, si je ne me dis pas de bêtises. Avant juillet. Voilà. On a la possibilité de faire du télétravail jusqu'à 2 jours par semaine. Je le redis et je le redis parce que visiblement, en fait, c'est pas le cas partout. Et là, j'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre les employeurs qui sont toujours bloqués avec du 100% présentiel et qui veulent pas en entendre parler. Je pense que c'est un peu compliqué. Et je vais pas m'étendre là-dessus. Et à ça, en fait, je peux ajouter aussi un management qui est assez humain. Qui est pour autant pas dépourvu d'exigences, parce qu'on en demande beaucoup aux gens. Il parle de lui encore. Je parle de moi et je parle des chefs d'équipe aussi qui accompagnent tous les membres de notre équipe SEO. On a un peu ce même prisme et cette même envie de manager au plus près de chacun. Donc on a envie de bien faire les choses, en fait, tout simplement. Et du coup, pour que tout se passe bien, on se doit d'être tous au rendez-vous pour satisfaire les clients, en fait. Absolument. Et moi, je le répète, ce qu'on cible, c'est vraiment le plus haut niveau de qualité possible pour les clients. Donc on se donne les moyens, en fait, de bien faire. Il a tout bien dit, là, c'est bon. Est-ce qu'il a oublié des choses? Non, mais c'est très complet. Apparemment, j'ai oublié des choses. Non, mais simplement ce que j'aimerais ajouter, parce que c'est un sujet passionnant et on voit bien qu'on est parti du salaire et on ouvre plein de portes sur tout ce que l'agence peut proposer. Et bien sûr, on n'oublie pas les freelances on a parlé de leur liberté aussi. Mais voilà, on se pose beaucoup de questions. Là, on parle du SEO typiquement, puisqu'on est parti de l'étude que Fabien et son équipe ont montée pour savoir où en était le marché et la demande. Et on continue à se poser chaque année beaucoup de questions avec Mathieu et l'équipe sur comment s'améliorer, comment sonder. Dans les entretiens, on demande ce que les gens ont, on essaie de faire évoluer le package et de tirer toute l'équipe avec. D'ailleurs, pour ceux qui sont entrés il y a longtemps chez WAM, ils ont, je crois, bien vu la différence. Fabien, qui est notre RH, qui est rentré chez nous, nous a dit je vais faire un truc pour les prochains entretiens, ça s'appelle le BSI, le bilan social individuel. Et ça permet à chacun, au moment où on a un entretien, un point de rencontre, un point de rencontre. Donc on essaye d'être proactif et de proposer des nouvelles choses, dont une augmentation de salaire, mais globalement plein d'autres choses. C'est aussi de faire un bilan. Est-ce que le salarié, mais comme l'employeur, a bien en tête l'évolution de tout ce qu'on a pu apporter depuis le début de la collaboration, si ça fait 2 ans, 5 ans, 7 ans. C'est hyper intéressant pour tout le monde, je trouve. C'est des choses tu as des choses qui évoluent pour toi personnellement, puis tu as des choses qui viennent en package pour toute l'entreprise que tu n'avais pas avant et donc tu bénéficies au niveau individuel au final. Exactement. Donc on se pose chaque année 2 fois par an pour les entretiens individuels, professionnels. Ce sont des moments clés de la vie du collaborateur au sein de l'organisation WAM. Et voilà, on essaie vraiment d'être dans un cheminement. On a pas mal progressé depuis la mise en place du rôle de manager, d'ailleurs, de Mathieu, qui vient du SEO. On parle encore de toi. Ouais, c'est ça. et qui, pour moi, joue un vrai rôle de facilitateur. Il est au contact permanent des équipes. Et c'est essentiel qu'on ait toujours la bonne prise de température pour savoir comment ça se passe et comment on peut faire évoluer les choses. Voilà, l'embauche du RH, je le disais avec l'exemple du BSI, ça a été super intéressant, mais c'est plein de choses qu'on ne connaît pas. Ça aide à rester cohérent dans notre approche salariale au niveau du collectif, suivre les coefficients relatifs à ton statut, à ta fonction, sur la grille de salaire. Mais aussi le développement du champ de compétences, l'évolution du package, des droits du collaborateur via le CSE. La liste est longue, mais quand tu es freelance, je crois, tu n'as pas tout ça. Voilà, il y a quand même une certaine protection du salarié, tant mieux. Et tant mieux, c'est ça qu'offre le CDI, et chez WAM, les personnes sont en CDI. En tant qu'employeur, on doit donner les moyens de se former, d'ailleurs, toute l'année. Ça c'est un point clé aussi, je crois, qui vient en plus du salaire.
dans un environnement qui est hyper mouvant, qui est très stimulant, mais qui va très vite. Et d'ailleurs, je le dis, on doit encore s'améliorer dans l'ensemble et chez WAM, on est bien d'accord, parce que ça va tellement vite en permanence que il faut continuer à aiguiser les réflexes de nos équipes à travers du temps de partage d'expérience, de partage des livrables, de veille et de formation, aller sur des webinaires, des confs, etc. C'est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'on compte juste sur le budget de formation annuel de l'entreprise, parce que vu ce qui est dedans au niveau de, je ne sais pas comment c'est géré au niveau de l'État ou je sais des pas OPCO, là, on a halluciné, il n'y a vraiment pas grand-chose. Heureusement qu'on compense ça. Les organismes de collecte, collecteurs, nous remettent pas grand-chose, donc effectivement, il faut faire par soi-même. Nous, on fait aussi pas mal de formations en interne. Il y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres dans certains domaines. Là, on faisait de la formation de prise de parole pour certains de nos chefs de projet. Parce qu'ils sont très bons derrière l'écran, plutôt bons devant le client, mais il y a des situations qu'ils ne savent pas gérer. Très bien, nous on les a déjà vécues, on va les vivre ensemble, on va les simuler et on va t'apprendre à avoir les réflexes. Ça fait partie du job aussi. Et plus on met, je dirais, le plus on tire le fil de la pelote, là, plus on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Et ça, le RH nous a beaucoup aidé là-dessus, en collaboration avec les managers et les chefs d'équipe. Chefs d'équipe, c'est des relais du manager. Mathieu, il ne fait pas tout. Et tous les 15 jours, on a un baromètre du mood des équipes. C'est hyper intéressant. Moi, je les lis tous parce que ça me permet de voir comment les équipes se sentent. Et on adapte derrière en fonction des besoins. Tiens, là, il y a peut-être une situation qu'il a rencontrée, on pourrait peut-être l'améliorer, on va faire un truc interne. Il y a plein de sujets, on pourrait parler de l'entrée de l'automatisation des tâches dans notre métier, dans notre quotidien. Ça, on l'a embrassé aussi, on est en train d'avancer là-dessus. L'évolution, elle est constante, elle est partout. Et finalement, c'est notre rôle de faire ça. Et c'est, je crois... notre mission en tant que... Ce serait intéressant d'entendre ce que Fabien peut nous dire aussi avant de conclure sur la fin du WAMcast pour qu'il puisse nous donner un peu son ressenti aussi vis-à-vis de ce que nous on dit et de ce qu'il peut connaître aussi par ailleurs, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'était hyper complet et hyper intéressant. Mais globalement, si j'enlève entre guillemets la casquette BDM pour prendre la casquette Hello Work, donc vraiment accès recrutement et ce qu'on voit au quotidien chez nos clients, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Il y a une vraie vision chez vous et une vraie réflexion sur l'importance d'être transparent pour les entreprises et de proposer des vrais avantages pour attirer les candidats. Parce que là, on a beaucoup parlé de digital, mais les problèmes de recrutement, ça va concerner tous les secteurs et beaucoup de postes. Le BTP, les routiers, la restauration, les comptables, les ingénieurs. Beaucoup de postes très éloignés du SEO, mais avec des problématiques importantes. Et nous, chez Hello Work, on est vraiment persuadés que pour parler à ces candidats, pour les attirer, pour leur donner envie de postuler, il va falloir être transparent, comprendre leurs aspirations, et c'est ce qui rendra les entreprises attractives. Mais il y a encore un vrai manque de maturité des entreprises qui n'osent pas parler de salaire, qui n'osent pas proposer de télétravail ou de full remote. C'est vraiment intéressant d'avoir votre regard sur votre vision, sur les salaires, avec une vraie transparence, sans difficulté à en parler. Et idem, vous avez une vision, encore une fois, très transparente de l'intégration, du management, de votre organisation interne, du suivi du salarié. Et tout ça, c'est assez rare. Donc, c'est vraiment intéressant de l'avoir aujourd'hui. Et il y a un dernier point qui me semble intéressant, c'est qu'un salarié qui se sent bien dans sa boîte, encore une fois, qu'il soit SEO ou autre, c'est quelqu'un qui potentiellement vous recommandera à son réseau et qui va encore une fois faciliter le recrutement. On a vraiment tout intérêt à rendre ces salariés le plus heureux possible avec autre chose que des baby-foot pour reprendre l'anecdote de tout à l'heure. C'est exactement ça. D'ailleurs, je rebondis, alors pas sur le baby-foot, mais sur le... On a une bonne équipe, pourtant. Ouais, vous avez une bonne équipe, c'est clair. Mais oui, on n'est pas très chief happiness officer chez WAM. Le bonheur au travail, c'est personnel, mais vraiment, je ne comprends pas le système. L'épanouissement professionnel, je le comprends. Le bonheur, et je crois, il est ailleurs qu'au travail. Voilà, ça c'est mon petit point de vue. Par contre, oui, on peut faire en sorte qu'il y ait des choses bien au bureau.
Il peut y avoir un baby. On a une salle de repos maintenant aussi. Et je préfère voir, et les équipes préfèrent voir des collaborateurs aller piquer un roupillon entre midi et 2 plutôt que de faire semblant de bosser devant un écran parce qu'il est déglingué. Ça arrive à tout le monde d'être déglingué. Et moi, je le fais aussi, d'aller me mettre de côté. Enfin, voilà. Mais là aussi, c'est vrai, sur les locaux, on s'est posé pas mal de questions. On a eu l'opportunité, juste après la pandémie, de passer sur des nouveaux locaux et on s'est dit, il faut que ce soit mieux qu'à la maison pour que les collaborateurs se disent « Ok, je reviens au bureau ». Et je reviens pour des bonnes raisons, quoi. Exactement. Il y a 2 terrasses, il y a un baby, mais il y a aussi... un jacuzzi, du sauna. C'est faux. Vous recrutez, ça commence à m'intéresser finalement. Mais on a essayé de faire les choses bien. Il y a une douche parce que pour certains, ils vont faire du sport, etc. Par contre, oui, après, il y a pas de... c'est pas non plus une crèche ni le Club Med, mais il y a des choses qu'on n'a pas à la maison. Parce que ça fait partie du jeu et c'est normal. Derrière, on a une implication, donc je pense que tout le monde est gagnant sur le truc. Je voulais revenir sur l'évolution des salaires et des conditions. On essaye de faire progresser les choses pour le plus grand nombre, notamment pour les salaires. Alors, on essaye chaque année pour une partie et puis l'année d'après sur une autre partie de l'équipe, pas tout faire pour tout le monde en même temps. Par contre, tu l'as dit, Fabien, oui, il y a une transparence. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, en tant que dirigeant, c'est ce que je fais, mais je loin d'être le seul. D'ailleurs, je le fais parce qu'on l'a fait avec moi à l'époque. C'est que lors des séminaires, je dis, voilà où on en est en termes de chiffre d'affaires, voilà où on en est en termes de masse salariale globale, voilà où on en est en termes de charges, voilà ce qui reste à la fin. Est-ce qu'on est en résultat ou est-ce qu'on est en négatif et qu'est-ce qu'on fait avec ? Voilà. Et ça me paraît normal parce que moi, je me rappelle qu'en tant que salarié, ça me permettait de comprendre ce que je jouais comme rôle dans ce système. Voilà. Alors, il y a une partie de l'argent qui peut passer en augmentation. L'année dernière, alors ça parlera pour certains, d'autres pas du tout. Et c'est pour ça que je donne le chiffre, parce que finalement, selon la taille de boîte, ça veut tout dire rien dire. Mais on a dit, on affecte... charges comprises, un peu plus de 55 000 euros aux augmentations en 2021. Voilà. Et pour une autre partie, 50 000 euros en prime. L'intéressement ne s'est pas enclenché. Par contre, on a fait une prime de pouvoir d'achat. Donc ça faisait grosso modo à peu près 100 cas qu'on a affectés pour faire évoluer les conditions des salariés, sans compter le télétravail et voilà. Mais je pense que c'est normal de dire, voilà, à la fin, il reste ça, on l'assume tous, mais on a fait ce choix-là. C'est une manière aussi de comprendre. Voilà, moi, je peux comprendre que ça puisse faire fantasmer ces histoires-là. C'est vrai que c'est toujours un peu tabou. Au moins, on dit, voilà, j'ai fait ce choix-là, je vous montre pourquoi. Je suis plutôt fier de dire aussi qu'au-delà des éléments chiffrés et du salaire, il y a la notion d'évolution. On parlait d'épanouissement, j'évoquais rapidement l'épanouissement professionnel. Avec Mathieu pour la partie SEO, Géraldine sur la partie édito et Nicolas sur la partie RP, on s'efforce d'essayer de faire une trajectoire, si c'est possible, un cheminement, une évolution pour les personnes qui sont chez WAM. Voilà, donc par exemple, pour les managers de WAM, ils sont tous centrés sur une fonction de production, chef de projet par exemple. Et maintenant, Mathieu est manager, Géraldine aussi, Rémi aussi sur la partie directeur commercial. On a grandi ensemble. Finalement, c'est ça qu'on va chercher à faire ensemble, à essayer d'évoluer ensemble. On ne va pas le faire avec tout le monde, mais ça aide quand on peut le faire, ça c'est bien. Voilà, c'est une collaboration, une trajectoire qu'on essaie de se fixer ensemble avec chacun. Et c'est comme ça notamment qu'est née la fonction de chef d'équipe et chef de projet éditorial. On est plutôt fiers de ça, c'est chouette. Ça venait de la production, ça nous a été soufflé et puis on l'a créé. Voilà. Alors est-ce qu'on arrive à contenter tout le monde ? Non, parce que dit comme ça fait l'entreprise parfaite, mais non, on boite sur plein de trucs. C'est pas parfait. Est-ce qu'on arrive à faire des jobs à la carte ? Non plus. Est-ce qu'on fait des déçus ? Ouais, on fait des déçus des fois, clairement. Mais par contre, on se met quand même la rate au courbouillon pour être cohérent avec notre stratégie, avec la vision du projet WAM qu'on partage sur 5 ans.
Et en l'occurrence, nous, si on veut incarner la référence dans notre métier, alors tu as l'obligation de faire progresser tes équipes et de les mettre dans les meilleures conditions d'exécution de leur mission. Voilà, en tout cas, on essaie de faire au mieux. Et je pense que là, où beaucoup d'entreprises échouent, c'est lorsque le management est décorrélé du projet et de son objectif. Et l'objectif, je rappelle, tant pis pour la porte ouverte, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'être la référence pour nous sur l'approche, sur la qualité de l'accompagnement, des livrables, des résultats qui en découlent. C'est comme ça qu'on fidélise. Et faire de l'argent, c'est la conséquence. Et ça oriente tout de suite différemment l'attention portée aux équipes. Une agence conseil, c'est d'abord un collectif qui apprend à travailler ensemble. Et c'est déjà compliqué et un défi de dingue au quotidien, quoi. Voilà. Et du coup, juste avant de finir, j'avais une dernière question. On a beaucoup parlé de salaire pendant l'émission. Du coup, question pour toi, David. Est-ce que je peux passer à 50 000 € par an Non. Très bien. Eh ben, c'est la fin de Swamcast dans une ambiance austère et délétère. Salaud. Il a dit juste avant, il ne peut pas faire que des heureux. Bon, c'est moi le malheureux. Merci à tous les trois pour votre expertise. Merci plus particulièrement à toi, Fabien, de t'être prêté au petit jeu du podcast. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité. Ça s'est bien passé, ça t'a plu ? Tout à fait, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était hyper intéressant, vraie vision et en plus très sympathique. Toute l'équipe est très sympa, donc j'étais ravi de pouvoir discuter avec vous cet après-midi. Et encore merci à toi et puis merci à vous quand même de nous avoir écoutés aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir une deuxième fois, parce que ça a déjà fait réagir une première fois, si vous voulez réagir sur ce thème sensible, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, sur la page de l'agence WAM et sur Twitter de compte @WAMREF et @lewamcast. Et nous on se retrouve d'ici un mois pour un nouveau numéro. À bientôt.